tout le monde. On enchaîne cet après-midi par la session consacrée à la pathologie du sommeil. Et j'invite le docteur Stefania Rodolfi, qui est ex-PH à la Pitié-Salpêtrière. Elle est pneumologue somnologue. Elle exerce actuellement en Italie en tant que professeur de médecine. Bonjour à tous, merci pour cette invitation et merci pour m'avoir donné cette thématique, qui est une thématique très innovative dans les domaines du sommeil, les traitements du SAS obstructif par médicaments. Je vais répondre rapidement. Alors, je vais avoir 20 minutes, c'est ça? J'ai 20 minutes? Oui. Ouais. Donc, je vais répondre vite fait la physiopathologie parce que j'en ai besoin ensuite pour vous montrer les médicaments qui ont été testés, qui sont efficaces, qui semblent être efficaces dans le traitement du SAS obstructif. En reprenant un peu l'anatomie, vous savez que les apnées obstructives du sommeil sont des épisodes répétés du collapsus du pharynx, de l'oropharynx en particulier, pendant le sommeil, à ce niveau-là. Et si on regarde les voies aériennes supérieures intéressées par les apnées obstructives du sommeil, une bonne vision des choses est celle-ci, je pense, parce qu'on voit bien comment cette portion des voies aériennes n'a pas de soutien rigide par rapport à la partie plus haute et la partie plus basse, où il y a des structures osseuses ou cartilaginées qui gardent ouvertes les voies aériennes. Ce n'est pas le cas à ce niveau-là, qui fait que l'activité des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures devient essentielle. Et les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures ne sont pas des muscles respiratoires accessoires, mais sont des muscles qui sont activés à chaque inspiration, même quelques millisecondes avant l'activation du diaphragme, qui permet du coup de stabiliser les voies aériennes supérieures vis-à-vis de la pression négative qui va être générée dans les voies aériennes pendant l'inspiration. Et du coup, va les garder ouverts vu qu'ils n'ont pas de structures rigides. Donc, quand on a des apnées obstructives du sommeil, la raison première, normalement, c'est un problème d'anatomie. Donc, normalement, soit la boîte osseuse est trop petite, donc cette mandibule peut être petite ou poussée en arrière, soit les tissus qui sont à l'intérieur et qui sont tout autour des voies aériennes supérieures sont trop représentés. D'un côté, parce qu'il y a trop de gras, dans l'obésité par exemple, les gras c'est en noir, là, à côté des voies aériennes, soit parce qu'il y a par exemple des amygdales qui sont grands, ou parce qu'on accumule des fluides, comme c'est le cas par exemple, on l'a vu à l'atelier ce matin, hier matin, des apnées obstructives dans l'insuffisance cardiaque. Et de l'autre côté, les rôles centraux des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures qui doit être toujours réactif pour garder cette portion des voies aériennes ouverte tout le temps. Et pendant le sommeil, c'est là que le problème se pose parce que, comme vous le savez, le sommeil est caractérisé par une hypotonie ou une atonie des muscles en général et aussi les muscles des voies aériennes supérieures. La vision la plus récente de la physiopathologie des apnées obstructives du sommeil, vous pouvez la voir ici dans cette revue qui a été faite en 2016, qui est assez bien faite, une revue des physiopathes, où vous voyez qu'on estime que les 100% des patients avec des apnées obstructives du sommeil ont une anomalie anatomique. Et après, en plus, chez ces patients, il y a un tiers qui a une dysfonction des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures, un autre tiers qui a un problème d'instabilité du contrôle de la ventilation, donc ce qu'on dit normalement qu'ils ont un loop gain qui a augmenté, donc c'est une respiration instable, et un tiers qui, en plus de l'anatomie, a une seuil de réveil qui est bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces patients, ils ont tendance à se réveiller facilement. Ils ont tendance à avoir un sommeil léger. Donc, à la moindre augmentation de résistance des voies aériennes,
Ils se réveillent facilement et en se réveillant facilement, ils hyperventilent et ils risquent de faire survenir l'apnée souvent. Donc là, vous avez les 4 piliers qui sont à la base de la physiopathologie des apnées du sommeil. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer par classe de médicaments comment on a essayé d'agir sur chacun de ces piliers. Bien sûr, si on met une PPC, une pression positive continue, indépendamment de la cause principale d'apnée obstructive, on va gérer le problème. On va ouvrir les voies aériennes, on va les garder ouverts grâce à la pression positive et de façon très efficace, on va normaliser la respiration. Ce qu'on veut faire, vu que le gros problème de la PPC, c'est l'observance, parce que ça reste quand même un traitement encombrant, et du coup, beaucoup de patients ne l'utilisent pas bien, ces traitements, on va essayer d'être un peu plus précis et aller traiter les facteurs qui sont responsables de l'apnée chez un patient en particulier, donc en essayant de faire de la médecine de précision pour avoir un traitement définitif sans machine. Alors là, c'est une diapositive très très pleine, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner une idée, si vous voulez la voir, c'est une review qui est faite en 2019, où ils ont repris toutes les études qui ont été conduites dans le passé sur des médicaments utilisés pour traiter l'apnée du sommeil. Donc, vous voyez, les études sont classées par rapport à l'objectif qui les médicaments visaient. Par exemple, il y a des médicaments qui visent l'anatomie, des médicaments qui visent la dysfonction des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Il y a des médicaments qui visent l'instabilité respiratoire et d'autres médicaments qui visent la seuil d'apnée, la seuil de réveil, donc la facilité à se réveiller des patients. Donc, après, pour chaque étude qui a été conduite, pour chaque molécule, vous ne pouvez pas lire, mais on verra par la suite quelqu'un de ces études, vous voyez les dimensions de la forme que vous voyez là représentée, représente l'efficacité du traitement. C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez un grand figure qui veut dire que l'effet sur l'IAH était très important, presque plus que 30%. Là, vous avez un petit effet sur l'IAH, etc. Et comme ça, la revue représente tout ce qu'il y avait fait, ça a été fait sur les traitements médicamenteux d'usage jusqu'en 2019. Aujourd'hui, il y a des nouvelles études qui sont sorties et qui sont très révolutionnaires, que je vais vous montrer. Et il y a des études qui sont encore en cours, que je vous ai mis là juste pour avoir une idée. Donc, on s'attend beaucoup dans les années à venir. Alors, la catégorie des médicaments qui a montré plus de bénéfices pour traiter l'apnée obstructive du sommeil sont les médicaments qui agissent sur la responsivité, sur l'activité des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Et les catégories sont représentées là, vous les voyez, là c'est des études jusqu'en 2019, et vous voyez effectivement que les dimensions de l'efficacité est grande. On est entre les 30 et les 40% de réduction jusqu'à 60% de réduction avec de l'index d'apnée-hypopnée. Il faut savoir que l'hypotonie et l'atonie des muscles en général et aussi des dilatateurs des voies aériennes supérieures pendant le sommeil est reliée à une réduction de la norépinéphrine à l'endormissement. Ça, c'est responsable de l'hypotonie des muscles en sommeil non paradoxal et de l'effet inhibitoire de l'acétylcholine en sommeil REM, en sommeil paradoxal. Et du coup, vous voyez des mécanismes différents dans les différents stades du sommeil. Ça, c'est important de le savoir. Ça, c'est des études sous des animaux. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais c'est quelque chose d'important parce que du coup, jusqu'à 2018, je pense que c'est quelqu'un d'entre vous a l'habitude de traiter des apnées du sommeil et de prescrire des machines. Une question souvent que nous posent les patients, c'est de dire, est-ce que cette machine sert à vie ? Est-ce qu'il n'y a pas une pilule pour traiter l'apnée du sommeil ?
Donc, moi, j'ai jamais cru que c'était possible d'arriver un jour à avoir une pilule pour traiter l'apnée du sommeil vis-à-vis de la complexité de la physiopathe. Les facteurs sont multiples et c'est difficile, c'était difficile dans ma tête, mais je me trompais, de dire qu'il y avait une seule pilule qui pouvait faire assez bien comme la machine. Du coup, en 2018, à l'ERS à Paris, ils ont montré pour la première fois ces résultats de cette étude qui étaient ensuite publiés sur le Blue Journal en 2019, que je vais vous montrer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est d'associer une noradrénergique, la tamoxétine, avec un antimuscarinique et l'oxybutynin. Du coup, vous voyez, on peut attaquer l'hypotonie et l'atonie sur les deux fronts, sommeil paradoxal et sommeil non paradoxal, comme je vous ai montré. L'objectif de l'étude, c'était de voir l'effet de cette combinaison des médicaments, 80 mg et 5 mg, sur l'IH chez des patients SAS obstructifs. Et après, ils ont pris aussi un sous-groupe de 9 patients. Ils ont testé les deux molécules de façon séparée. Ils ont fait une nuit, c'est une étude randomisée, une nuit avec la combinaison versus une nuit de placebo, double aveugle, crossover, une semaine de washout entre les deux périodes. Là, vous voyez les caractéristiques des patients. C'est surtout des hommes, 20% des femmes, 53 ans en moyenne, IMC des 35. Il y en avait qui étaient déjà sous machine. Il faut savoir que dans cette étude, ils ont arrêté la machine pour les patients qui étaient déjà traités qu'une nuit. Et là, vous voyez un peu les caractéristiques, l'hypertension, le diabète et les profils classiques de nos patients. Les effets secondaires qu'ils ont mis en évidence, c'était une dysurie chez 2 hommes, une stéroxtomie, céphalée matinale et insomnie. Rien de grave et embêtant. Résultat principal, l'index d'apnée-hypopnée chute de façon significative pendant une seule nuit de prise de médicaments. Vous voyez là les placebos par rapport à l'association atoxy. En moyenne, 29 d'IAH à 8 d'IAH. Une réduction chez tous les patients, sauf un qui est là. Et réduction, là, alors vous voyez l'IAH total, mais la réduction était retrouvée en sommeil paradoxal et en sommeil non paradoxal. La dernière erreur, désolé. Et il y avait bien sûr une amélioration du profil des SAT nocturnes. Par rapport à la qualité de sommeil, ils n'ont pas retrouvé une amélioration de la qualité de sommeil, mais c'était une seule nuit. Et en plus, dans cette étude, les patients étaient équipés avec un cathéter œsophagène pour mesurer les pressions. C'était un examen plutôt invasif parce qu'à la base, c'était conçu comme une étude physiopathologique. Ils ne s'attendaient pas d'avoir des résultats assez spectaculaires sur l'index d'apnée-hypopnée. Donc, il y avait la mesure de l'EMG du génioglosse, la pression œsophagène, pour voir les différents composants de la physiopathologie. Et après, ils sont tombés sur des résultats extraordinaires en termes de IH. Et du coup, malheureusement, alors, 2 explications possibles. Une, l'équipement de l'étude était très lourd pour pouvoir avoir un bénéfice sur la qualité de sommeil. 2, c'était une seule nuit des traitements et donc on n'a pas eu le temps d'avoir un bénéfice à ce niveau-là. Pas d'effet cardiovasculaire, sauf une légère augmentation de la fréquence cardiaque, mais pas de modification de la pression artérieuse systolique et diastolique. Alors là, vous voyez, c'est le sous-groupe des patients, 9 patients qui ont essayé aussi les 2 médicaments de façon isolée. Donc vous voyez, ça c'est l'IH sous placebo. L'IAH des 9 patients qui tombe en dessous des 10 avec l'association et un IAH qui reste inchangé avec l'oxybutynin et la tamoxétine isolée. Ensuite, il y a eu une étude qui a été publiée en 2021, 12 patients, toujours en association du même type avec des molécules différentes, reboxétine et iochine, 4 et 20 mg, une nuit en crossover avec une semaine de washout. Et vous voyez une réduction de 35% de l'index d'apnée-hypopnée avec une amélioration du profil des SAT ici. Vous voyez que l'IH final reste quand même élevé, mais vous pouvez voir qu'il y a des patients qui répondent pas de façon spectaculaire et il y en a qui répondent très bien. Donc là aussi, il faudrait savoir quels patients
sont plus sensibles à ce type de molécules. Dernière étude sur ce chapitre que je vais vous présenter aujourd'hui, publiée cette année en CHEST, une autre association, reboxétine et oxybutynin, 4 et 5 mg. Ils ont fait 16 patients. Cette fois-là, c'est une semaine de traitement en association et une semaine aveugle, toujours en crossover. Avec 7-10 jours de washout entre les deux périodes. Et les patients qui étaient sous PPC arrêtaient la PPC une semaine avant de rentrer dans l'étude. Ici, les caractéristiques des patients, pas d'effets secondaires importants et aucune modification en termes de pression, fréquence et ECG. Ici, l'effet de cette nouvelle association sur l'IAH, vous voyez une chute significative de l'IAH et une amélioration de l'oxygénation, cette fois-là en termes d'hypoxie burden, que c'est une façon qu'on utilise récemment pour voir l'impact de l'apnée du sommeil sur l'oxygénation. IAH qui passe de 39 à 18, là aussi vous voyez des réponses très bonnes pour tout le monde, sauf 2 patients. 14 sur 16, moins 26 d'IAH, et qui veut dire une réduction de presque 60% de l'IAH sous médicaments par rapport au placebo. Activité en sommeil paradoxal et non paradoxal. Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'était aussi, pendant la semaine de traitement, de donner aux patients un oxymètre à mettre toutes les nuits pendant la semaine de placebo et de la semaine de traitement. Et vous voyez comment, déjà à partir de la première nuit, on a une efficacité maximale qui est gardée pendant toute la semaine de l'association sur l'index de désaturation et probablement aussi sur l'index d'apnée-hypopnée. Donc, les traitements efficaces du premier jour sans modification significative sur les nuits suivantes. Ici, vous voyez l'efficacité sur la vigilance et vous voyez qu'il y a une amélioration significative de la vigilance après une semaine de traitement avec cette association. Et pour finir sur ce chapitre qui est le principal, là vous avez une méta-analyse sur toutes les études qui ont été conduites sur l'association noradrénergique antimuscarinique jusqu'à aujourd'hui. Donc les études qui ont montré les meilleurs résultats, je vous les ai montrés. Perger 2021, Taranto 2019 et Lim 2021. Vous voyez, ce sont les 3 qui sont là. Il y en a eu d'autres avec des molécules de ces catégories, mais différentes, de la même famille, mais des molécules différentes, qui ont eu moins d'effets, mais même en considérant ces études moins positives, la méta-analyse est en faveur d'une efficacité de ces associations sur l'index d'apnée-hypopnée. L'autre chapitre que je vais à considérer avec une étude qui a été publiée récemment, c'est la possibilité d'utiliser des médicaments qui vont agir sur l'instabilité respiratoire pour traiter l'apnée du sommeil. Dans cette catégorie, il y a l'oxygène, par exemple. Il y a l'exanthine, par exemple la théophiline, qui est capable d'améliorer l'index d'apnée-hypopnée du 20%, ça a été montré dans 2 études. Et la catégorie qui plus nous intéresse, c'est les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, dont tout le monde connaît l'acétazolamide, qu'on utilise, on a utilisé quelques fois pour les apnées centrales. Et l'étude qui a été... Pourquoi on a décidé au bout d'un moment de tester les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique dans le traitement du SAS, c'est parce qu'on a vu que l'activité de l'anhydrase carbonique est très augmentée chez les patients qui ont un SAS obstructif sévère, et il y a une relation entre l'activité de l'anhydrase carbonique et la sévérité du SAS. Du coup, cette étude qui a été publiée cette année dans les Blue Journal en mai, je pense, vous voyez, ils ont pris des patients avec un IH supérieur à 15, une somnolence avec un effort supérieur à 6, un IMC inférieur à 35. Ils ont quand même mis à côté les obèses avec une obésité trop sévère parce que l'anatomie probablement a un rôle très important chez ces patients.
Et ils n'avaient pas de traitement des SAS. S'il y avait un PPC, la machine était arrêtée 4 semaines avant. Les patients étaient séparés dans 3 groupes, placebo, 200 mg de sultiam, qui est un inhibiteur de l'hydrase carbonique, et un 3e groupe, 34 patients avec 400 mg de sultiam. Il y en a 9 patients du groupe sultiam qui ont arrêté le traitement à cause de nombreux effets secondaires que je vais vous montrer. Et 200 mg étaient bien tolérés et les patients ont terminé l'étude. Ici, vous avez les caractéristiques des patients plutôt classiques. Donc, 4 semaines de traitement, groupe parallèle. Là, vous avez les effets secondaires. C'est une étude qui visait surtout à chercher la dose, le rapport entre dose et effet secondaire. Et vous voyez, il n'y a eu aucun problème de sécurité. Avec 200 mg, on a eu quelques paresthésies et un patient qui a reporté de la confusion au réveil. Et par contre, vous voyez la première colonne, là j'ai un pointeur voilà, la première colonne, avec 400 mg, il y a eu plein d'effets secondaires et donc ces dosages étaient arrêtés. Ici, vous voyez l'effet sur l'IAH. Quand on a une réduction, quand on a 200 mg de sultiam, on peut réduire là au milieu, vous voyez l'index d'apnée-hypopnée de 30%. Et on n'a pas eu, par contre, d'effet bénéfique sur la somnolence et la qualité de vie, et une légère amélioration de la qualité de sommeil, mais pas grand-chose. Ici, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes études, et vous voyez, les patients sont classés par rapport à les taux d'amélioration de l'index d'apnée-hypopnée. Si vous regardez une réduction de 50% de l'index d'apnée-hypopnée, 35% des patients sur sultiam, ils ont eu une réduction de 50% de l'IH. Pour conclure, il y a aussi des médicaments qui sont capables d'agir sur la seuil de réveil, les benzodiazépines par exemple, qu'on a toujours peur d'utiliser avec nos patients avec des apnées obstructives. Paradoxalement, en augmentant la seuil des réveils, et il y a des études qui le montrent, vous voyez là il y a une étude par exemple qui montre que le nitrazepam sur 11 patients améliore de 30% l'index d'apnée-hypopnée grâce à cette tendance à stabiliser la qualité du sommeil, et quelques antidépresseurs comme le trazodone ont montré aussi une efficacité. Je ne rentre pas dans les détails sur la physiopathologie de changer la seuil d'apnée parce que je n'ai pas le temps. Si vous avez des questions, je pourrais vous répondre. Et pour l'anatomie, bien sûr, il y a la chirurgie, et pour les médicaments, il y a des médicaments qui font perdre du poids aux patients, et donc en perdant du poids, on peut améliorer l'index d'apnée-hypopnée. Il y a tout ce qui est décongestion nasale, les effets ne sont pas spectaculaires. Et après, il y a les diurétiques pour cette histoire. Je disais tout à l'heure, et j'ai parlé plus longuement ce matin à l'atelier, des fluides, d'accumulation des fluides. Donc, donner des diurétiques et faire perdre un excès de fluides aux patients peut améliorer, c'était montré qu'il améliore l'index d'apnée-hypopnée. En pratique, en conclusion, il y a des données qui sont solides et prometteurs. Les interventions pharmacologiques sur les SAS obstructifs ne sont pas encore bien sûr approuvées en pratique clinique. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'il y a une étude de phase 3 d'association entre atomoxétine et oxybutynin qui devrait démarrer en début 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout va bien, un médicament pourrait être disponible aux États-Unis fin 2024, début 2025, et par la suite, avec un peu plus de temps, devrait arriver aussi chez nous. Alors, du coup, moi je pense que c'est quand même, les données qu'on a aujourd'hui sont extraordinaires. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas. Ce n'est pas pour demain. C'est un domaine sur lequel il faut investir du point de vue de la recherche clinique, physiopathologique et pharmaceutique. Merci. Merci beaucoup, madame, de n'avoir dépassé le temps que de 3 minutes. Que l'orateur prochain, Sylviès, certainement nous le récupérera rapidement. Voilà, merci. Les questions, je pense que ça va être pour la fin. Et merci beaucoup pour cette belle intervention qui ouvre pas mal d'espoir pour la prise en charge médicamenteuse. Donc, j'appelle à la barre Si Mohamed Elbiez qui va nous entretenir à propos du syndrome d'apnée du sommeil central. Voilà.
Bon, en attendant qu'il monte, Ciazdine a choisi quand même cet horaire un peu difficile. C'est l'horaire de la sieste, pas de l'étude du sommeil, mais bon, on est dans le même sujet. Donc, je tiens à remercier l'association des pneumologues de la région de Marrakech de m'avoir invité dans ce cadre agréable. Et donc, on m'a donné cette tâche de parler du syndrome d'apnée centrale. Quelle prise en charge en 20 minutes, que ce n'est pas évident. Donc, je vais essayer d'être pratique concernant cette pathologie. Donc, le syndrome d'apnée centrale, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une récurrence d'événements d'apnée ou d'hypopnée centrale au cours du sommeil. Et donc une apnée centrale, c'est à l'opposé de l'apnée obstructive, c'est une apnée dans laquelle vous avez un arrêt du flux respiratoire, mais avec absence d'effort au niveau thoracique et abdominal. Donc le problème de ce syndrome, c'est de définir un seuil pour parler du syndrome d'apnée centrale. Donc, globalement, on va parler de syndrome d'apnée centrale lorsqu'on a un IH qui est composé de plus de 50% d'apnée centrale. Bien sûr, ce 50% reste arbitraire, puisque on a aussi ce qu'on appelle le syndrome d'apnée combiné, qui va comprendre aussi bien d'apnée centrale que d'apnée obstructive. Donc, les circonstances de découverte, de diagnostic de ce syndrome, globalement, c'est au cours d'un enregistrement de sommeil qu'on va découvrir ces apnées centrales. Soit dans le cadre d'un patient qui nous est adressé pour une suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, particulièrement lorsqu'il est adressé par un cardiologue, donc il faut faire attention, ou bien lorsqu'on suit des patients qui ont des problèmes d'hypoventilation, en particulier les SOH, et donc on peut découvrir ces apnées centrales. Enfin, lorsqu'on a des patients qu'on suit, les neuromusculaires, et donc périodiquement on fait des enregistrements de sommeil, et donc vous allez découvrir des apnées centrales chez ces patients-là au cours de l'évolution de leur maladie, particulièrement pour certaines maladies neuromusculaires. Enfin, les malades qui sont sous PPC, les syndromes d'apnée obstructive de sommeil sous PPC, donc il y a un risque de voir émerger des apnées centrales. Et donc là, c'est le problème du rapport de machine qu'il faut lire chez ces patients-là. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée centrale émergent. C'est l'ancienne appellation, ce qu'on appelait auparavant le syndrome d'apnée complexe. Donc, pour confirmer ce diagnostic, bien sûr, c'est l'enregistrement. Idéalement, c'est la polysomnographie, mais on peut le faire avec la polygraphie. Mais il faut avoir des outils pour détecter l'effort, les limitations de débit et l'effort respiratoire. Globalement, le minimum, c'est d'avoir une plethysmographie d'inductance, c'est les sangles thoraciques et abdominales. Et idéalement, c'est dans certains laboratoires où vous aurez de la pression œsophagienne, qui est le gold standard pour détecter l'effort respiratoire. Donc là, dans cette diapositive, vous avez les trois apnées. Vous avez à gauche, vous avez l'apnée centrale, donc vous avez le canal de flux nasal, donc vous avez un arrêt du flux nasal, et au niveau des sangles abdominales, vous n'avez pas d'effort du tout. Donc ça, c'est une apnée centrale. C'est une apnée centrale. Du côté droit, vous avez l'apnée obstructive, et vous voyez bien qu'il y a une persistance de l'effort au niveau des sangles thoraciques et abdominales, ce qui est en bleu clair. Et à la fin de l'événement, vous avez cette chute de l'onde de pouls, donc qui témoigne de caractère obstructif. Et si on voit bien, vous allez voir au niveau des sangles, vous avez un aspect d'opposition de phase. Tout ça témoigne d'un effort respiratoire. Et au milieu, vous avez une apnée mixte qui réunit les deux. Donc, il y a marié l'effort respiratoire et l'absence d'effort respiratoire, un début central et une fin qui est obstructive. Globalement, au plan profil étiologique de ces apnées centrales, vous avez ce qu'on appelle les syndromes d'apnée centraux hypercapniques, et vous avez les syndromes d'apnée centraux qui sont dits normaux hypercapniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une gazométrie pour savoir est-ce qu'il y a une hypocapnie ou une hypercapnie, donc chez ces patients-là. Donc on va commencer par les syndromes d'apnée centraux hypercapniques.
c'est un problème de diminution de la commande centrale. Donc il y a trop de messages de CO2 qui arrivent à la commande centrale. Donc cette commande centrale, on va dire qu'elle va se fatiguer. Et donc, en étant fatiguée, elle va diminuer progressivement les messages ventilants et ça va aboutir à l'apnée centrale. Apnée centrale veut dire qu'il y a une accumulation de CO2. Globalement, c'est aussi un peu le mécanisme de l'hypoventilation puisque vous avez un arrêt, une diminution de la ventilation dans les hypoventilations. C'est pourquoi on va les trouver en parallèle avec les étiologies des hypoventilations et particulièrement l'étiologie d'hypoventilation qu'on a le plus maintenant dans notre suisse, c'est le syndrome d'obésité hypoventilation. Bien sûr, il y a les autres étiologies qui peuvent aussi présenter ces apnées centrales et hypercapniques. Et puis, vous avez les malades neuromusculaires et particulièrement certaines maladies neuromusculaires, donc telles que la dystrophie de Duchenne. Donc, on peut aller jusqu'à 50% de syndrome d'apnée centraux, la myasthénie grave et la dystrophie myotonique. Et puis, n'oubliez pas la CLA. Donc, si vous avez un SLA qui est envoyé par un neurologue, vérifiez les apnées centrales. Puis, vous avez les causes plus rares, donc les hypoventilations alvéolaires centrales, qui peuvent être liées à des anomalies au niveau du tronc cérébral, donc des lésions, soit inflammatoires, soit tumorales, ou bien le fameux syndrome d'Andine, donc qui est plus rare. Donc voilà un patient qu'on a reçu, qu'on a enregistré, qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec une hypoventilation. On voit bien en haut la chute de la saturation le long du sommet. Et en bas, vous avez des apnées. C'est plutôt des apnées mixtes, on va dire, mais à grande composante obstructive. Et on voit bien qu'à la fin de la nuit, lorsqu'on a le patient à la fin de la nuit, on voit s'installer de manière nette des apnées centrales associées aux apnées mixtes. Et en plus, bien sûr, c'est un South sévère, donc il avait en plus les apnées obstructives. Et donc, ça nous amène à parler du traitement. Donc, le traitement, comme je vous ai dit, ça se rapproche un peu de l'hypoventilation. Et donc, le traitement, c'est de traiter l'hypoventilation. Et donc, particulièrement, il faut utiliser la ventilation non invasive avec 2 niveaux de pression pour réduire la PSO2. Donc, généralement, dans notre laboratoire, on fait la titration pour ces patients-là. C'est des patients qu'on reçoit à la sortie de l'unité de soins intensifs qui a été hospitalisé pour exacerbation de SOH et par la suite on les programme pour faire une titration soit manuelle, soit autosurveillée. Et donc pour trouver les met sous PPC une nuit ou en nuit scindée. Et puis après on les met sous BiPAP mode automatique avec une BiPAP automatique pour les appareils. Bien sûr, on peut... Donc ça, c'est le laboratoire de sommeil, mais on peut le faire alternativement. On peut utiliser de l'oxymétrie ou de la polygraphie ou de la copanographie pour faire cette titration-là. Parfois, le traitement étiologique, mais c'est rarement qu'on a recours au traitement étiologique. C'est le cas des lésions tumorales ou lésions des maladies neuromusculaires. Donc notre malade qu'on a vu tout à l'heure, on lui a fait une titration manuelle. Vous voyez dans la deuxième ligne l'augmentation progressive l'augmentation progressive de manière manuelle de la pression positive. Et vous voyez au début, là, qu'il avait les événements ici, le mélange d'événements dont on a parlé tout à l'heure, et on voit bien qu'on a réduit définitivement pratiquement les événements, et même l'hypoventilation. Donc ici, donc, il y avait un seuil très bas de ventilation, de SAO2, et donc on voit bien qu'on a contrôlé aussi l'hypoventilation. Deuxième profil de syndrome d'apnée centrale, c'est les apnées centraux hypocapniques. L'aspect le plus typique, c'est la fameuse respiration de type Cheyne-Stokes chez l'insuffisance cardiaque, qui est plus favorisée chez le patient particulièrement qui ont des troubles du rythme en particulier, des problèmes de fibrillation auriculaire. Et c'est un des aspects possibles qu'on peut trouver chez le patient qui sont adressés par les cardiologues. Généralement, les cardiologues ne vont pas le voyer pour le Cheyne-Stokes, mais ils vont l'envoyer pour suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Au contraire, par rapport au syndrome d'apnée centraux hypercapnique, là, c'est plutôt un problème d'exagération de la commande respiratoire qui est très lié à l'instabilité de la fonction cardiaque.
Et donc là, il faut insister sur le traitement étiologique. S'il n'y a pas de stabilisation de la fonction cardiaque, on va voir plus d'apnées centraux chez ces patients-là. Donc il n'y a pas que le cœur, il y a aussi l'insuffisance rénale, l'acromégalie. Donc les endocrinologues, pour les acromégalies, ils les envoient à la recherche de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais on va découvrir aussi des apnées centraux, les AVC, les fibrillations auriculaires, la respiration périodique de haute altitude, la respiration liée aux opioïdes, là on ne le voit pas beaucoup chez nous, et puis vous avez le syndrome d'apnée centraux idiopathique. Donc voilà la fameuse respiration type Cheyne-Stokes typique. Donc vous avez ici l'apnée, vous avez l'aspect crescendo du flux nasal et l'aspect décrescendo du flux nasal avec apnée par la suite. Et en parallèle, on a le même aspect au niveau des sangles thoraciques et abdominales. Donc, comme j'ai dit, comment on explique cette apnée centrale de cette respiration type Cheyne-Stokes? C'est un problème tout d'abord de chémosensibilité. Donc, il y a une exagération de la chémosensibilité. Un sujet normal, il a une courbe de variation de la ventilation en fonction de la PaCO2 qui est plutôt proche de l'axe des abscisses. Mais par contre, si on prend je pense pas que voilà. Donc, par contre, si on prend une respiration de type Cheyne-Stokes, vous aurez une courbe plutôt qui est proche de l'axe des ordonnées, et vous avez en même temps ce fameux seuil d'apnée qui est très élevé chez ce patient-là. Ça veut dire quoi, seuil d'apnée? Ça veut dire que s'il est dépassé, s'il y a une chute de CO2 au-dessous de ce seuil, vous aurez une apnée. Donc vous avez deux éléments, la chémosensibilité et le seuil d'apnée élevé. Comment ça va se passer? Vous avez une insuffisance cardiaque gauche qui va être responsable de l'œdème et d'une hyperpression veineuse avec une hyperactivation aussi des mécanorécepteurs pulmonaires, cette hyperactivation qui va être permanente et qui est très liée à la fonction cardiaque, bien sûr. Et donc, elle va aboutir à une hyperactivité permanente aussi des centres respiratoires. En parallèle, vous avez cette chémosensibilité, voilà les chémorécepteurs centraux, qui vont aussi envoyer des messages au niveau du centre inspiratoire. Tout ça va aboutir à quoi? Va aboutir à une activité exagérée des muscles respiratoires, et qui va aboutir à cet aspect de crescendo qu'on note au niveau de la ventilation, pratiquement à une petite variation de CO2. À chaque variation de CO2, même minime, vous aurez une variation de l'amplitude respiratoire. Et ceci va aboutir à quoi? Va aboutir à une chute de CO2. Cette chute de CO2, une fois qu'il est amorcé, la ventilation va se faire dans le sens inverse, et donc vous aurez le décrescendo. Une fois le CO2 dépassé, donc le seuil d'apnée dépassé, vous aurez votre apnée. Apnée veut dire augmentation du CO2, et on ferme ainsi la boucle de Cheyne-Stokes. Cette boucle va se répéter de manière répétitive. Donc si on veut résumer les mots-clés de la ventilation Cheyne-Stokes, insuffisance cardiaque, mécanorécepteur, chémosensibilité élevée, hyperactivité du centre respiratoire et un seuil d'apnée qui est élevé. Donc, le diagnostic positif, c'est la polysomnographie. Pour dire qu'il y a un épisode de Cheyne-Stokes dans les critères internationaux, donc il faut un cycle de 40 secondes qui est fait d'apnée centrale crescendo-décrescendo, avec une série de cycles qu'il faut noter sur une période de 10 minutes. Généralement, les épisodes sont plus fréquents en sommeil non-REM, et il semble que le REM est le plus protecteur concernant ces patients-là qui ont une respiration de Cheyne-Stokes. Bien sûr, si on fait la gazométrie de réveil, donc c'est une gazométrie qui va être normale ou il peut montrer une hypocapnie. Donc nous avons ce patient-là qui nous est adressé par les cardiologues qui a un triple pontage, de 68 ans, triple pontage avec fraction d'éjection à 40% et qui est adressé pour suspicion de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Lorsqu'on lui fait l'enregistrement, voilà, donc il a une respiration de type Cheyne-Stokes, aussi bien en non-REM. Donc, vous voyez, en N2, en N3, on a pratiquement le même aspect. Et même, on peut avoir, ça c'est particulier à les apnées centrales, on peut avoir des apnées centrales en EV, donc chez ces patients-là. Par contre, en REM, vous voyez qu'on voit moins d'apnée centrale que dans le non-REM. Donc, ce patient-là, lorsqu'on a vu l'IH, donc il est à 36 par heure, et il est fait pratiquement que d'apnée centrale. Et il y a aussi ce qu'on appelle les hypopnées centrales qui sont plus difficiles à scorer, donc on ne peut pas parler en même maintenant. Mais globalement, dans les hypopnées, vous avez un certain synchronisme entre
le crescendo, décrescendo du signal du flux et du signal de sangle thoracique et abdominal. Donc vous voyez dans le résumé des tendances des événements, ça c'est les événements, tout ce qui est bleu c'est les événements centraux, tout ce qui est rouge ou rose c'est les événements obstructifs. Donc, deuxième patient qui est 60 ans, donc qui avait une fraction d'éjection 49%, qui a fait une prothèse mécanique aortique. Le gazométrie chez lui, il est normal le matin. Donc, ce patient-là, voilà, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a toujours aussi une respiration type Chien-Stokes. Ce qui est particulier chez ce patient, c'est en REM, vous n'avez pas que les apnées centrales, vous avez les apnées obstructives et vous avez aussi des apnées mixtes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un mélange de syndrome d'apnée obstructif et un mélange de syndrome d'apnée centraux, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée centrale combiné. Donc, vous voyez ici, vous avez un mélange d'événements de bleu et de rose et de rouge. Donc, vous avez un index ici de 59 par heure avec une répartition pratiquement à égal, 50% des événements centraux et obstructifs. Le traitement de ce syndrome d'apnée centraux hypocapnique et particulièrement la respiration de Chien-Stokes. En réalité, il n'y a pas d'indication claire depuis le problème de l'étude de CERVE-HF qui est posée, qui a démontré une surmortalité concernant l'utilisation de la ventilation auto-asservie. Et ça rendait le problème plus difficile à gérer. Et donc, ça dépend de l'appréciation clinique et des possibilités thérapeutiques. Globalement, l'objectif, c'est de stabiliser la commande ventilatoire et de réduire la mortalité et la morbidité. Donc, on a trois outils en notre position. Donc, la pression positive continue, la ventilation à 2 niveaux de pression, la BiPAP, et la ventilation auto-asservie. Ce qui est important chez ces patients-là, c'est cardiaque, et en plus, ils ont de la respiration Chien-Stokes, c'est qu'il faut faire une titration idéalement manuelle avec une surveillance, parce que l'objectif, si on va utiliser la PPC, c'est de faire une PPC qui est fixe. Et il ne faut pas donner d'auto-PPC parce qu'il y a quand même un risque important d'émerger les apnées centrales. Globalement, il y a une nécessité d'une titration hospitalière chez ces patients-là. Donc l'objectif de cette pression positive continue, ce n'est pas d'éliminer en réalité les apnées centrales, mais c'est plutôt d'améliorer un peu la fonction cardiaque parce qu'on a démontré que ça améliore la post-charge et la péricharge cardiaque chez ces patients-là. Puis vous avez la ventilation auto-asservie qui est spécialement été conçue pour atténuer cette respiration de Chien-Stokes, qui est contre-indiquée actuellement en Europe pratiquement. Les Américains continuent quand même à prescrire cette ventilation. C'est pratiquement comme un stimulateur cardiaque. Lorsqu'il détecte une apnée centrale, il va fournir l'aide inspiratoire adaptée. Donc là, c'est la fameuse étude CERVE-HF qui avait abouti à cette contre-indication de la ventilation auto-asservie, particulièrement chez les patients à fraction d'éjection ventriculaire très basse. Il y a d'autres traitements, bien sûr, comme notre ami a parlé de l'oxygène, donc c'est possible d'utiliser l'oxygène, mais il faut dire qu'il n'y a pas assez d'études pour démontrer son efficacité, en plus qu'il y a le problème de risque de stress oxydatif avec l'utilisation de l'oxygène. Et puis cette stimulation transveineuse du nerf phrénique, une petite étude qui avait montré une certaine amélioration des événements centraux avec ça. Donc voilà notre patient qui avait le SAS combiné, donc qu'on a vu tout à l'heure. On lui a fait une nuit scindée, donc une nuit scindée, première moitié chez lui, on a fait la PPC manuelle, et on a vu s'installer nettement la respiration de type Chien-Stokes. Et deuxième moitié, on a mis l'auto-SV qui a permis de contrôler totalement les événements aussi bien obstructifs que centraux. Donc vous voyez ici la première moitié de la nuit de PPC et la deuxième moitié qui a permis de contrôler tous les événements chez ce patient-là. Ce qu'on en note aussi, c'est qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire que probablement la fonction cardiaque est améliorée. C'est-à-dire que les événements centraux qui persistaient avec la PPC, en réalité, ils persistaient qu'en position dorsale. Dès qu'ils passaient à la position droite ou gauche, il n'y avait pas d'événement chez ce patient-là lorsqu'on l'avait mis sous PPC. Et donc, probablement, il y avait une amélioration de la fonction cardiaque avec cette position-là. Donc, ce patient-là, le matin, donc on fait un questionnaire du matin, il s'est senti inhabituellement actif le matin, donc c'est le dire du patient. Donc, le matin,
Et donc, on l'a suivi pendant 3 mois, 6 mois, avec un contrôle satisfaisant. Donc, le premier cas qui avait un chance purement central, avec respiration de Chien-Stokes. Donc, ce malade-là, on lui avait tenté chez lui le mode BiPAP parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire l'OTSV. Et BiPAP avec mode de T, donc ce n'est pas un mode habituel pour la ventilation, mais ce mode-là a permis de contrôler les événements chez ce patient-là avec un contrôle satisfaisant. Donc, il persiste quelques événements, mais globalement, il a répondu et on l'a vu après avec une bonne observance. Donc là, puis en fin de compte, on va parler d'un petit mot du SAS émergent. C'est quoi le SAS émergent? C'est l'émergence de apnées centrales chez un patient qui est SAS et qui est mis sous pression positive continue. Donc ce patient-là, ce patient qui avait un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on l'avait mis sous PPC, donc on lui a fait une titration, je ne me rappelle pas pour la cause de laquelle, mais on lui a fait une titration au service, une titration autosurveillée, donc ce n'est pas une titration manuelle, mais une titration autosurveillée, et voilà l'évolution de la pression. Et on a vu chez lui s'installer une respiration de type Chien-Stokes. Donc cette respiration de Chien-Stokes, il faut savoir qu'on peut aussi la voir dans le rapport de machine, dans le lecteur de rapport de machine. Voilà, c'est un rapport de machine et qui vous montre l'aspect de respiration Chien-Stokes chez un patient qui a été mis sous PPC. Donc le traitement de ces SAS émergents, il y a différentes études qui disent que lorsqu'on met un SAS sous PPC pendant une bonne période, 2 à 3 mois, on peut voir disparaître ces apnées centrales. Mais bien sûr, dans le doute, il faut essayer d'autres possibilités si on en a les moyens. Donc voilà notre patient, un patient qui avait un SAS très sévère, avec quelques apnées centrales, vous le voyez ici, donc le bleu. Donc on lui a fait la PPC, et donc là, vous voyez l'émergence des apnées centrales, ce qui est le bleu qui est resté là, ici. Donc, ce patient-là, on a préféré le mettre sous OTSV et on avait obtenu un contrôle total des événements. Donc là, c'est des cas particuliers d'apnée centrale. C'est un enfant qui est autiste, qui était suivi pour épilepsie. On lui a fait une vidéo EG, on lui a confirmé des problèmes épileptiques. Et il faisait des salves d'apnée centrale comme ça. Donc ce malade-là, on l'a fait mis sous BiPAP et il va bien avec ce mode-là. On finit avec le SAS idiopathique. C'est le SAS chez qui on n'a pas d'étiologie évidente. Ce patient-là, nous avons un cas de patient qui est venu pour insomnie. Mais il est venu pour insomnie et quand même on a douté de la possibilité de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On ne pensait pas aux apnées centrales. Mais lorsqu'on a fait l'enregistrement, il ne faisait que des apnées centrales. C'est des apnées centrales à l'éveil qui l'empêchaient de dormir. En conclusion, le syndrome d'apnée centrale, c'est un syndrome qui est relativement rare. Est-ce qu'il est sous-diagnostiqué probablement? Et il est hétérogène. Les circonstances découvertes, c'est généralement lors de l'enregistrement d'un patient qui vient pour syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il faut savoir que tout syndrome d'apnée du sommeil n'est pas obligatoirement uniquement un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Vous avez les deux profils, les SAS hypercapniques avec déficience de la commande ventilatoire, c'est plutôt le traitement de l'hypoventilation, et les SAS normocapniques, hypercapniques, c'est l'exagération de la commande ventilatoire, c'est plutôt le problème des insuffisances cardiaques chez qui il faut faire attention, en particulier avec leur respiration de Chien-Stokes et avec lesquels on a des difficultés de choix thérapeutique entre la PPC fixe et les ventilations autoservies. Et enfin, le SAS émergent, c'est le problème de lecture de rapports de machine. Faites attention, il faut les lire. Je vous remercie. Merci, professeur Olbiez, pour cet exposé très clair. Puisqu'on a décidé de laisser les questions à la fin de cette session, j'invite professeur Sana Hammi à nous présenter les maladies métaboliques et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Merci Madame la Présidente, chers collègues, chers honorables assistants, c'est le grand plaisir de participer avec vous dans cet événement scientifique. Je tiens à remercier le comité d'organisation, et particulièrement Dr Mohamedi de m'avoir invité, parler de ce thème très intéressant qui me tient énormément à cœur, à savoir le SAS dans sa relation avec les maladies métaboliques.
Alors avant de commencer mon topo, je tiens à partager avec vous ces dernières données épidémiologiques récemment publiées par l'OMS cette année concernant le taux de mortalité relatif aux maladies non transmissibles. Alors comme vous voyez, ce sont des chiffres très alarmants qui montrent d'ailleurs un taux de mortalité qui dépasse 40 millions de décès par maladies non transmissibles cette année, avec comme une grande part à ces maladies non transmissibles les maladies métaboliques, avec en tête de fil les maladies cardiovasculaires, plus de 17 millions de décès par an, le diabète plus de 2 millions par an, et l'obésité plus de 2,8 millions par an. Alors ces maladies métaboliques sont dues à des facteurs de risque communément connus, à savoir l'âge, la sédentarité, l'absence d'activité physique, l'hypertension, la dyslipidémie, l'intolérance au glucose et un facteur de risque méconnu malheureusement, à savoir le syndrome d'apnée de sommeil, sujet de notre présentation aujourd'hui. Alors si on veut prendre que les maladies non transmissibles, il faut savoir qu'elles sont responsables à elles seules de plus de 74% de mortalité par an dans le monde. Raison pour laquelle c'est un véritable problème planétaire. Donc ces maladies métaboliques qui regroupent l'hypertension, qui regroupe l'obésité et les dyslipidémies. Alors la prévalence, c'est en continuelle augmentation dans notre contexte, dans le contexte mondial, ce qui permet d'avoir justement une pression sur le système de santé qui doit faire face justement par une riposte impliquant et exigeant justement la collégialité et le travail en globalité avec le malade au centre. Alors l'interférence entre les différentes spécialités et la pneumologie se voit déjà prouvée dans différentes circonstances, puisque par exemple lorsqu'on va prendre l'exemple d'une infection, on sollicite toujours l'endocrino pour pouvoir justement switcher ADO vers l'insuline. L'exemple pour nous aujourd'hui, donc on va essayer de le prouver, c'est l'interférence entre la pneumologie et le rôle des pneumologues face aux maladies métaboliques, notamment concernant le syndrome d'apnée de sommeil. Alors, un petit rappel concernant l'épidémiologie de cette pathologie. Alors, il faut savoir que la prévalence du SARS, c'est de 4 à 8% chez l'homme, 2 à 6% chez la femme, dans les études qui ont intégré et colligé une tranche d'âge entre 30 et 60 ans. Alors, la population française, en 1er janvier 2022, on estime 1 à 2 millions de nombre de patients entre 30 ans et 60 ans. Bien sûr, un grand pourcentage pour la population qui est obèse à 80%. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie des maladies métaboliques? Alors, si on va prendre comme type de description le syndrome métabolique, il regroupe un pourcentage variable l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète, on va constater que la prévalence, selon les études, varie entre 10 et 20%. Alors, en parlant de France, les études les plus phares et les plus célèbres, c'est l'étude DÉSIR, qui s'est intéressée justement à des données épidémiologiques sur le syndrome d'insulinorésistance, et qui montre justement une prévalence variant entre 11% et 16%. L'étude MONICA, donc c'est une étude multicentrique qui a été réalisée en 2017 en France, dans la ville de Strasbourg, de Lille et de Toulouse, qui montre justement une prévalence entre 17 et 23%. Et une étude intéressante qui s'est intéressée cette fois-ci à la population militaire à travers l'étude EPIMIL, alors qui a constaté justement une prévalence chez les militaires dans la région du nord du Paris entre 9 et 10%. Alors c'est une prévalence qui montre que des chiffres qui sont élevés, alarmants. Bien sûr, on constate à travers l'étude post-hoc de ces études épidémiologiques un gradient nord-sud en faveur d'une population nordique beaucoup plus prévalente par rapport au syndrome métabolique et une augmentation en fonction de l'âge et une prévalence bien sûr variant selon le sexe. Alors, lorsqu'on va analyser en détail maintenant l'épidémiologie du syndrome métabolique au niveau de l'Europe et des États-Unis, on va constater que le facteur déterminant le syndrome métabolique varie selon qu'on s'attaque à la population européenne ou américaine. Justement, aux États-Unis, c'est l'obésité abdominale qui est le principal contributeur du syndrome métabolique. Par contre, en France, c'est surtout l'hypertension artérielle. Alors, lorsqu'on s'attaque cette fois-ci à PubMed pour savoir justement la cinétique, les publications reliant le syndrome d'apnée de sommeil avec les comorbidités, on constate depuis 1989 qu'il y a une cinétique de progression très importante jusqu'à aujourd'hui concernant les publications s'attaquant à cette association comorbide entre le SARS et les maladies métaboliques avec plus de 5 000 publications.
Alors justement, le rationnel, c'est que c'est un véritable problème de santé publique, avec plus de 50% des personnes diabétiques qui font de l'apnée de sommeil, et 50% des patients ayant un sommeil ont un index IMC supérieur à 30, 40% des personnes atteintes de SAOS développeront un diabète de type 2 et jusqu'à 80% de la prévalence rapportée entre le syndrome métabolique et le syndrome d'apnée de sommeil. Alors lorsqu'on va zoomer, et ça c'est un autre chiffre encore alarmant, c'est que le pourcentage donc, de SAOS associé à des comorbidités, plus de 80% de SAOS il est associé à des comorbidités et au-delà d'une comorbidité, c'est-à-dire 2 ou 3 comorbidités associées au SAOS avec un pourcentage de 80%. Et lorsqu'on va zoomer justement sur la nature de ces comorbidités, on voit comme TDFI, l'HTA, la dyslipidémie et le diabète à travers cette étude qui a été réalisée en 2017 en Belgique et qui s'est attaquée à colliger plus de 1700 patients dans la population belge. Alors, un petit rappel concernant la physiopathologie du syndrome d'apnée de sommeil qui finalement ne se résume pas à un problème mécanique puisqu'il y a différents facteurs mécanistiques qui expliquent justement la collapsibilité des voies aériennes supérieures, à savoir l'infiltration graisseuse dans le cadre du diabète, l'anomalie squelettique crânio-faciale, la diminution du volume pulmonaire ou bien la théorie du shift fluide, à savoir donc les mouvements du fluide à travers donc le thorax dans la position allongée ou bien donc la neuropathie pharyngée et diminution de la sensibilité pharyngée. Alors, concernant la physiopathologie du syndrome métabolique, là, il y a donc l'implication des facteurs intrinsèques et extrinsèques, le rôle de l'environnement, notamment l'activité, la sédentarité, l'exercice physique, le stress. Il y a des facteurs non modifiables comme le caractère génétique, le sexe, l'âge et l'origine ethnique, et des facteurs modifiables en rapport surtout avec le mode de vie. Alors, le déterminant majeur dans le syndrome métabolique, c'est surtout le concept de l'insulinorésistance, qui est justement une diminution de la réponse cellulaire et tissulaire de l'insuline, surtout pour des organes cibles, à savoir le muscle, avec excès d'acide gras dans le muscle, la sédentarité et surtout la progression et le développement des fibres de type 2, B, qui sont insulinorésistants. Alors, au niveau du tissu adipeux, c'est l'augmentation et la libération des acides gras. Et au niveau du foie, donc c'est surtout l'accumulation de la lipogenèse, les acides gras, avec l'installation de la stéatose hépatique. Alors, lorsqu'on va matcher les deux physiopathologies, donc on va constater qu'il y a une diminution de la dépense énergétique et augmentation de la prise alimentaire qui vont aboutir à un surpoids et du diabète. Et plus en profondeur, la physiopathologie des deux, une fois elles sont croisées, donc on va révéler un déterminant très important, à savoir l'hypoxie intermittente. Alors cette hypoxie intermittente va expliquer la physiopathologie de l'association, puisque à travers cette hypoxie intermittente, on aura des altérations délétères intermédiaires, à savoir l'inflammation de bas grade, le stress oxydatif et l'hyperlipémie qui, à travers ces modifications métaboliques et glucidiques, vont aboutir à ce qu'on aura comme traduction clinique, à savoir le diabète, surtout du type 2, et l'obésité et l'hypertension artérielle. Alors, est-ce que la relation est unisens? La réponse est non, puisque la relation entre les deux elle est bidirectionnelle. On a vu que le SAOS entraîne et aggrave le syndrome métabolique à travers l'hypoxie intermittente. Et à travers cette hypoxie intermittente, on a le stress oxydatif, on a l'inflammation de bas grade et donc tout ce qui est en rapport avec le déséquilibre métabolique et glucidique. Alors la relation, elle est dans le sens, c'est-à-dire qu'un syndrome métabolique peut aggraver ou entraîner un syndrome métabolique. Comment? Soit directement à travers des facteurs qui sont poids dépendants, puisqu'on a une charge musculaire, une charge graisseuse, surtout aux périphéries des voies aériennes, qui va augmenter les résistances des voies aériennes avec augmentation du risque de collapsibilité. Et des facteurs qui sont dépendants cette fois-ci de la physiologie, soit directement à travers la chémoréceptivité et surtout des contrôles neuromusculaires au niveau pharyngé, soit indirectement à travers l'inflammation de bas grade et l'activation du sympathique. Alors, l'interférence entre l'obésité et le syndrome d'apnée de sommeil montre clairement que la relation entre la graisse et les voies aériennes supérieures, ce n'est pas une relation simple qui se résume à un dépôt graisseux au niveau pharyngé, mais le tissu adipeux va agir comme un véritable organe neuroendocrine. C'est ce qu'on va essayer de montrer à travers ce schéma qui montre que les adipocytes sont entourés de préadipocytes, des cellules endothéliales, des cellules macrophagiques, et que ce tissu adipeux va réagir
selon l'état physiologique où il est dans un état pathologique. Alors, à l'état physiologique, il va sécréter de façon amoindrie et de façon non significative des cytokines pro-inflammatoires. Il va sécréter l'adiponectine et la leptine qui vont essayer d'équilibrer la balance énergétique. Mais à l'état pathologique, donc on aura afflux de cellules inflammatoires, on aura plus des médiateurs pro-inflammatoires, on aura un déséquilibre de la balance alimentaire puisqu'on aura augmentation de la ghréline et diminution de la leptine. Alors, de façon très résumée et simpliste, en cas de privation de sommeil, donc un constat qu'on peut révéler dans le contexte de syndrome d'apnée de sommeil, on aura 4 hormones qui sont responsables de la prise du poids. On aura la ghréline qui indique que le corps doit manger, on aura une diminution de la leptine qui indique que le corps doit arrêter de manger, augmentation de cortisol avec bien sûr un envie donc à des aliments qui sont sucrés, et on aura l'installation de ce concept d'insuline résistance. Alors, depuis tout à l'heure, je n'ai pas cessé de parler d'inflammation. C'est un concept qui a été largement prouvé jusqu'à aujourd'hui, et ce qui a été montré à travers des méta-analyses comparant donc, le sang des témoins par rapport aux patients qui sont déjà diagnostiqués syndrome d'apnée de sommeil, puisque la CRP est augmentée chez donc, le sang des patients qui ont déjà un diagnostic de syndrome d'apnée de sommeil qui est prouvé. Alors, qu'en est-il de la recherche? Alors, en côté recherche, il y a différentes voies qui innovent par rapport à la prise en charge du syndrome d'apnée de sommeil, surtout dans sa relation avec les maladies métaboliques. Et là, je vais citer à titre d'exemple les voies qui s'attaquent à la voie des microbiotes et dans sa relation avec cette hypoxie intermittente et l'insuline résistance. Et la deuxième voie, impliquant la biologie circadienne et surtout ce qui a été prouvé à travers l'effet de la mélatonine sur la diminution de l'insuline résistance et surtout l'augmentation de la sensibilité de l'insuline. Alors, il y a bien évidemment d'autres voies de recherche, notamment l'implication de tout ce qui est dérivé des CBM, surtout les dérivés carbanoïdes dans le catabolisme glucidique et lipidique et l'augmentation de la sensibilité à l'insuline, et bien d'autres voies qui sont en cours de recherche et de publication. Maintenant, on va s'attaquer à des composantes du syndrome métabolique avec le syndrome d'apnée de sommeil. Et là, on constate que lorsqu'on va analyser ces patients qui sont déjà SAOS et hypertendus, qu'il y a des pics hypertensifs survenant surtout à la fin des apnées et des hypopnées, augmentation de la pression artérielle nocturne moyenne, une variabilité accrue de la pression chez ces patients, une corrélation entre la sévérité du syndrome d'apnée de sommeil avec la pression artérielle. Et chez ces patients-là, donc un message très clair qui doit être bien sûr partagé, c'est que même si on va trouver une tension artérielle diurne qui est normale, il faut quand même chez ces patients-là aller chercher donc à travers un monitoring de la tension artérielle de l'hypertension, surtout nocturne. Et là, c'est la recommandation qui lui dit qu'il faut surveiller ces patients et surveiller les tensions artérielles sur 24 heures parce que justement, il y a une perte de dipine, surtout nocturne, qu'il faut révéler à travers un enregistrement sur 24 heures. Et bien sûr, ces patients, ils ont une particularité d'HTA, qui est une HTA qui est d'emblée résistante, donc un pourcentage quand même important, c'est-à-dire qui ne répond pas à 3 antihypertenseurs. Alors, le SAOS, dans sa relation avec le contrôle glycémique, alors, il y a des études qui sont prospectives, qui ont examiné l'association indépendante entre la sévérité de SAOS et le contrôle glycémique, et évalué à travers le dosage de l'hémoglobine glyquée. Ce qui a été constaté que le syndrome d'apnée de sommeil, surtout s'il est sévère, donc il est corrélé à un pourcentage et un taux d'hémoglobine glyquée qui est très important. Alors, on ne peut pas parler de SAOS dans son association avec le diabète sans parler de l'étude phare, qui est l'étude ESCADA, qui est une étude multicentrique, qui s'est intéressée à l'association de SAOS avec la sévérité, cette fois-ci, de diabète et vice-versa. Alors, ce qui sort de cette étude, c'est que plus le SAOS est sévère, plus le taux d'hémoglobine glyquée sont augmentés. Alors, le diabète et le SAOS, donc on a des augmentations de la prévalence des complications relatives au diabète, soit des macrovasculaires ou microvasculaires, avec bien sûr une grande prévalence des pathologies rétiniennes et néphropathiques et neurologiques. Alors, le SAOS, avec sa relation avec l'index de masse corporelle, alors à travers différentes études, donc on a constaté que l'IMC est très important, il est élevé par rapport à la population générale chez ces patients qui sont diagnostiqués en SAOS.
Alors le SAOS et dyslipidémie, donc l'association de SAOS donc, a été prouvée et dans sa relation avec les malades qui ont des troubles lipidiques, et l'hypoxie intermittente semble induire une augmentation de taux plasmatique de cholestérol, de LDL et des triglycérides, et une augmentation du contenu des triglycérides hépatiques, notamment dans le NASH. Alors, le SAOS et le diabète, la relation entre l'obésité et la durée de sommeil était indépendante du sexe, de l'âge et pour la plupart des groupes ethniques. Et donc, la relation entre le SAOS et l'obésité, elle est à la fois transversale, c'est-à-dire que tant que le taux d'hémoglobine glyquée ou bien le triglycéride est augmenté, tant que le SAOS est sévère. Et ce lien n'est pas que transversal, puisque même il est longitudinal à travers donc, un recul de suivi chez ces patients qui ont cette association. Alors, concernant donc, le facteur de risque, ou bien l'odds ratio, chez ces patients qui ont une obésité et syndrome d'apnée de sommeil, il est estimé chez l'adulte à 1,5 et chez l'enfant, il est à 1,8, avec un quote-off de durée de sommeil chez les enfants estimé à 10 heures. Alors, la stéatose hépatique, c'est une comorbidité qui est fréquente et non diagnostiquée dans le contexte national, surtout qu'il n'est pas recherché de façon systématique, malgré que le pourcentage d'atteinte peut arriver jusqu'à le quart de la population diagnostiquée par syndrome d'apnée de sommeil. Alors, qu'en est-il de l'implication de cette association? Donc, l'implication, elle est à double axe. Tout d'abord, la première étape est celle de dépister la maladie métabolique chez les patients ayant un syndrome d'apnée de sommeil et l'inverse. Et le deuxième axe de l'implication de cette association, c'est l'intérêt de traiter les éléments contributifs au syndrome métabolique. Alors, je reviens à cette slide qui montre justement la complexité de la relation entre l'obésité, le SAOS et bien sûr les autres maladies métaboliques, notamment l'HTA, pour dire que pour pouvoir agir, pour impliquer justement, pour avoir une implication thérapeutique à cette association, il faut s'attaquer à différents facteurs et différentes composantes du syndrome métabolique, avec l'alimentation équilibrée, l'activité physique, la pression positive continue et bien sûr promouvoir l'activité et pour guetter la sédentarité. Alors, les implications, justement, lorsqu'on va s'attaquer à la PPC dans ses relations avec l'HTA, il faut savoir que la PPC permet de réduire la tension artérielle chez ces patients-là et que cette efficacité elle est beaucoup plus prouvée chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil qui est sévère. Alors, ça va diminuer à la fois la pression artérielle systolique et diastolique, que ce soit nocturne et diurne. Alors, concernant l'implication du CPAP dans sa relation avec le diabète, il y a l'étude SAVE qui a montré que chez les patients atteints de prédiabète, il y a une réduction de l'incidence du diabète chez ces patients-là, grâce à la PPC après un suivi de 4 ans. Alors, la PPC dans sa relation avec l'index masse corporelle, là, ou bien concernant l'obésité, alors les études sont très disparates et très controversées. Il y a des études qui ont montré un effet bénéfique, d'autres non. Et lorsqu'on a essayé de voir quel est le rationnel de cette disproportionnalité concernant le résultat du SAOS par rapport à l'obésité, il y a un grand pourcentage des études qui se sont s'attaquer au profil génétique de ces patients-là, puisque ça a été prouvé qu'il y a des gènes de susceptibilité par rapport au comportement de réponse vis-à-vis de la PPC et que la durée de sommeil courte favoriserait l'expression des gènes prédisposant à l'obésité et un sommeil prolongé en réduirait l'expression, permettant ainsi un meilleur contrôle du poids. Alors, la chirurgie bariatrique, il y a des effets bénéfiques à court terme, mais l'indication de la chirurgie bariatrique mérite à ce qu'il faut agir sur les autres paramètres pour pouvoir avoir une efficacité à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à la CPAP dans sa relation avec syndrome métabolique? Que les effets bénéfiques sont prouvés côté métabolisme glycémique, côté contrôle des comorbidités cardiovasculaires et l'HTA, mais dans sa relation avec les dyslipidémies et l'obésité, les résultats sont très disparates, surtout que l'obésité, il y a l'implication génétique de susceptibilité des gènes par rapport à la CPAP. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement retenir par rapport à cette association morbide? C'est qu'en cas de SAOS sévère et ou associé à une obésité centrale, chez un patient sans comorbidité précédemment documentée, il est recommandé de réaliser une glycémie à jeun et d'y associer un dosage de bilan lipidique en absence de dosage dans les 5 ans précédents.
Et une prise en charge très rigoureuse des comorbidités cardiovasculaires, métaboliques associées au SAOS est recommandée avec des objectifs thérapeutiques d'autant plus stricts que les comorbidités vont s'additionner. Et ça, on l'a déjà prouvé, vu l'association de plus de comorbidités chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil. Alors finalement, qui dépister? On va dépister systématiquement des troubles métaboliques chez les patients présentant un SAOS, surtout le tour de table, le tour de taille, la tension artérielle, la glycémie à jeun et un bilan lipidique. Et il faut faire un dépistage ciblé du SAOS chez les patients présentant un diabète de type 2 en cas de symptômes classiques, à savoir l'apnée rapportée par le conjoint, un renflement, de la fatigue diurne anormale et une HTA, surtout lorsque ça ne répond pas à un traitement antihypertenseur optimal. Alors, conclusion, toutes les études concordent sur le fait qu'il faut une évaluation bidirectionnelle en présence d'un SAOS. Il faut chercher les comorbidités métaboliques. En cas de patient qui a des pathologies métaboliques, il faut s'acharner à trouver et diagnostiquer le syndrome d'apnée de sommeil. Donc, l'éducation thérapeutique intégrée aux soins, c'est un volet très important qui pourra garantir justement une efficacité face à des profils de patients difficiles à gérer. Et j'insiste sur la nécessité d'une prise en charge qui est personnalisée. Alors, le dépistage est traité de comorbidité métabolique chez le SAOS, dépister le SAOS dans un contexte métabolique, intérêt justement d'une collégialité et que le pneumologue soit intégré justement dans la prise en charge métabolique de ces patients. Et bien sûr, je vais terminer en insistant sur les facteurs de risque. C'était ma première slide, parler des facteurs de risque et leur implication dans une mortalité très importante et alarmante. Alors, je vais dire que le changement de la pratique médicale vers une pratique de gestion des risques, c'est ce qui va finalement garantir une prise en charge optimale pour ces patients difficiles à gérer. Et je vous remercie. Merci beaucoup, madame, d'avoir tenu le temps. C'est vous qui avez respecté le plus le temps. Donc, nous allons passer aux questions. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon, les gens qui ont déjà posé des questions hier, avant-hier et lors des congrès précédents peuvent s'abstenir parce que je les connais, moi, tous. Il y en a beaucoup qui ont 2 questions par intervention. Allez-y. Je voudrais remercier les 3 orateurs pour leur excellente présentation. J'ai une question pour professeur Rodolphi. Par rapport à votre expérience, est-ce que vous voyez des enfants? Et justement, la question pour l'enfant, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens pour la prise en charge médicamenteuse du SAOS chez l'enfant, sachant que des fois c'est difficile d'appareiller un enfant? La deuxième question, je pense que ça sera à vous de répondre, même si je voudrais juste rebondir sur la présentation du professeur Biez. Donc, tout à l'heure, professeur Biez, il nous a parlé du risque d'appareiller les patients qui présentent un SAOS, un syndrome d'apnée centrale avec une insuffisance cardiaque par la ventilation autopilotée. Donc, il nous a parlé de la première fameuse étude qui nous avait fait peur, mais nous, on a eu la chance de vous avoir ce matin à l'atelier et vous nous avez parlé de l'étude Advent que vous avez présenté. Vous avez présenté les premiers résultats préliminaires lors de l'ERS à Barcelone. Et donc justement, les résultats, ils étaient rassurants. Donc il n'y a vraiment plus de risque de surmortalité par l'appareillage de ces patients par la ventilation autopilotée. Donc juste si vous pouvez dire un petit mot pour faire profiter de l'audience qui n'a pas été présente le matin à l'atelier. Merci. Alors, par rapport à la première question, je n'ai pas de réponse, je ne traite pas d'enfants. Le syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant est une maladie totalement différente en termes de physiopathologie, en termes de présentation clinique, en termes de traitement. Donc, désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Par rapport à la deuxième, effectivement, très belle présentation sur les apnées centrales, vraiment très bien faite du point de vue physiopathologique et approche clinique, et je partage totalement. Effectivement, j'ai présenté à l'occasion de l'atelier de ce matin et d'hier matin des données très récentes qui ne sont pas encore publiées mais qui ont été présentées au congrès du sommeil, congrès des pneumos et des cardio européennes en septembre à Barcelone, qui montrent que l'utilisation de la ventilation auto-asservie réglée de façon un peu différente par rapport à SERVA-chef chez des patients un peu différents par rapport à SERVA-chef, parce qu'on avait aussi des patients avec des apnées obstructives, ne montre pas une surmortalité dans les groupes traités. Donc ça, c'est rassurant.
ne montre pas non plus un bénéfice sur la mortalité, malheureusement. Donc, c'est un autre discours. On en parlait longuement ce matin. Et si quelqu'un d'entre vous est intéressé, ça n'était pas aux ateliers, on peut discuter après. Mais du coup, des données rassurantes par rapport au risque de traiter des patients avec ventilation auto-servie à insuffisance cardiaque et apnée centrale. Mais il faut attendre la publication des données. Il faut, après, sur la base de ces données qui seront publiées, discuter avec les autorités compétentes pour enlever la contre-indication chez les patients. Je confirme, je suis d'accord avec vous, patients fragiles, patients chez lesquels parfois la ventilation autoservie peut être la seule moyenne et parfois ça peut être efficace et pas dangereux. Donc ça serait bien de récupérer cet outil, mais quand même très grande attention pour ce type de patients et très attention aussi avec la ventilation de niveau de pression chez ces patients parce que, comme vous l'avez dit, les problèmes de ces patients, c'est un problème d'hyperventilation et hypocapnie. Donc, quand on utilise 2 niveaux de pression avec une BiPAP, là aussi, il faut faire très attention. Merci. Merci, Madame Bouayed. Moi, j'ai une question à Madame Hammi. Le syndrome métabolique, effectivement, est très, très complexe. Avec la NASH, le diabète et le problème de l'apnée du sommeil. Et puis, maintenant, de plus en plus, on parle de microbiote. Alors, ma question, vu ces complexités, et à travers vous, puisque vous avez fait une revue de la littérature pour aborder cette question, est-ce que le contrôle, est-ce qu'il faut commencer par le contrôle du diabète, le contrôle et le traitement de la NASH, et par la même occasion prendre le traitement pour le problème des intestins? Tous ces efforts doivent être fournis pour toucher tout ça. Maintenant, à travers vos lectures, est-ce que lorsqu'on équilibre, on traite la NASH, on diminue aussi le problème du diabète, ou est-ce qu'on s'attaque d'abord au diabète, on peut réduire toutes ces problématiques de la NASH et de l'apnée du sommeil? C'est la difficulté de prendre en charge le syndrome métabolique. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu à travers vos lectures? Vous n'avez que 2 minutes pour nous éclaircir, madame. D'accord. Je vais essayer. Alors, c'est ça. Alors, l'association de syndrome métabolique avec le syndrome d'apnée de sommeil, c'est une association, comme vous avez bien vu dans les différents schémas partagés, c'est une relation qui est très complexe. Alors maintenant, pour pouvoir justement avoir une implication thérapeutique de cette association, rien ne vaut justement commencer par la priorité. Lorsqu'on va essayer de comparer l'association de syndrome d'apnée de sommeil dans sa relation avec le diabète, dyslipidémie, versus l'hépatopathie non alcoolique, si on va raisonner priorité santé publique, on va s'attaquer à les comorbidités qui touchent justement notre système de santé, à savoir le diabète et l'obésité qui finalement ont une prévalence beaucoup plus importante par rapport à la prévalence de l'hépatopathie non alcoolique dans notre contexte. Et d'ailleurs, c'est corrélé par rapport au constat sur le plan mondial. Maintenant, sur le plan pratique, comment faire? Tout simplement, donc, devant tout malade qui a un syndrome métabolique, quelle que soit l'association qui le compose, que ce soit le diabète, l'HTA, la dyslipidémie, il faut quand même penser à aller chercher justement le syndrome d'apnée de sommeil, quitte à faire un dépistage, commencer par une évaluation de la probabilité. D'ailleurs, dans ce contexte-là, on est en cours justement de mener une étude prospective dans le CHU de Tanger pour évaluer justement la prévalence du syndrome d'apnée de sommeil chez les patients qui sont hospitalisés ou suivis en consultation en endocrinologie. Alors, on a déjà publié les présentations préliminaires dans le cadre de le congrès de la Fédération de sommeil, et l'étude elle est toujours en
au cours parce que justement on attend l'inauguration du CHU pour pouvoir recruter ces patients chez qui on a trouvé une probabilité élevée de syndrome d'apnée de sommeil. Mais juste à titre informatif, si on va prendre les patients cardiaques, on va trouver que 50% des patients cardiaques ont un syndrome, une probabilité de syndrome d'apnée de sommeil qu'il faut justement confirmer par une polygraphie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bon, je pense que je vais conclure. Monsieur Elbiez n'a pas eu de questions parce qu'il a dépassé le temps. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pénalisé. Mais moi, je veux le remercier publiquement parce que je suis passé dans son service pour le sommeil. Il nous a très bien accueillis et c'est un service qui nous a vraiment marqué par son dynamisme et la relation qu'il y a entre les enseignants là-bas et le personnel paramédical. Je vous remercie, Sylviez. Et je conclus en remerciant tous les orateurs et la présence pour avoir assisté dans cet horaire difficile.